Je m'appelle Sylvie Détiola, je suis biologiste. J'ai une formation en biologie moléculaire. J'ai fait mon doctorat à l'université de Genève. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai découvert ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, euh, qui a tout de suite suscité en moi beaucoup d'intérêt, je dirais même une fascination, parce que justement, ça touchait à deux grandes questions qui ne sont pas résolues en biologie, à savoir qu'est-ce que la mort et qu'est-ce que la conscience. Et quand j'interrogeais mes professeurs, eh bien, je me rendais compte qu'il y avait derrière les réponses toutes faites, il y avait quand même un flou. Donc ça m'a tout de suite intéressée et donc assez vite j'ai bifurqué et j'ai créé en 1999 le centre Noesis à Genève pour étudier à la base les expériences de mort imminente. Et aussi fournir un accueil à toutes les personnes qu'on appelle les experienceurs qui ont vécu ce genre de choses, parce qu'à l'époque, je m'étais rendu compte qu'il y avait un gros problème d'écoute, en fait, de communication pour ces personnes et qu'elles ne savaient pas à qui s'adresser. Donc voilà, j'ai développé ce centre et puis peu à peu, ça s'est transformé. C'est devenu une fondation qui s'appelle ISNOE, l'Institut Suisse des Sciences Noétiques. Et maintenant, on étudie, on va dire, l'ensemble des états modifiés de conscience dits non ordinaires, alors qui touchent à la mort, mais pas seulement, parce qu'il y a quand même des points communs, mais on s'intéresse toujours aux expériences de mort imminente, et notamment aux sorties hors du corps, qui sont des expériences un peu plus courantes, dans l'idée d'essayer de vérifier est-ce que justement on a en face d'une hallucination ou est-ce qu'on a affaire à vraiment un phénomène hors norme de la conscience. Alors on ne fait pas d'accompagnement de personnes en fin de vie, on fait toujours de l'accompagnement pour les experienceurs. Ça c'est quelque chose qui a continué parce que c'est des expériences qui peuvent quand même beaucoup bouleverser, parfois même traumatiser les gens qui les vivent. Donc on fournit toujours cette écoute et cet accueil et puis aussi un soutien thérapeutique, psychothérapeutique si nécessaire. Maintenant on a un autre pôle qui est l'information, qui est là depuis le début aussi, parce que quand j'ai commencé, je m'étais rendu compte qu'il y avait vraiment une très grande méconnaissance de ces phénomènes, notamment dans les milieux médicaux. Donc cette information, elle se fait beaucoup par des conférences, des cours, des formations continues pour les médecins. Et puis maintenant, de plus en plus, moi je commence à travailler avec des personnes qui sont touchées par des cancers, avec des associations de personnes touchées par des cancers, ou des gens qui ont vraiment directement une confrontation à la mort un peu brutale. Donc ça fait partie des choses qui sont en train d'être développées maintenant. Alors, je vais les aider comme moi, en fait, le fait d'entendre parler des expériences de mort imminente, ça m'a aidée. Alors, pas que moi j'ai eu un problème de santé grave, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais vraiment très très peur de la mort. J'étais presque même terrorisée par la mort, et pour différentes raisons. Notamment parce qu'en biologie, on m'avait appris que au moment où le cerveau s'éteignait, eh bien, la conscience s'arrêtait. Et moi, cette idée de disparaître comme ça était complètement... Enfin, je trouvais ça absolument effrayant. Et je me suis rendu compte, en fait, en me confrontant aux expériences de mort imminente, en lisant sur le sujet, puis ensuite en rencontrant déjà tous ces expérienceurs, ça m'a permis d'apprivoiser un peu cette idée de mort. Et ça m'a déjà beaucoup détendue parce que tout d'un coup, j'étais plus en face de cette certitude, il n'y a rien après la mort. Ces expériences ouvraient une autre possibilité, même s'il n'y avait pas de preuves, et même si on en parlera peut-être, il n'y a toujours pas de preuves, ça ouvre une autre perspective. Voilà, on est peut-être qu'il n'y a rien, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Et en tout cas, des millions et des millions de gens le disent. Ensuite, j'ai mené d'autres recherches qui ont continué à me confirmer cette position et le fait que, pour moi, je pense qu'on n'est pas en phase d'hallucination, mais simplement, je me suis rendu compte que le fait d'en parler, d'en entendre parler, était extrêmement bénéfique. Donc, quand je vais voir des personnes voilà, qui sont atteintes de certaines pathologies,
eh bien, beaucoup viennent me voir à la fin pour me dire: «Mais j'ai hésité à venir parce que, j'avais tellement peur de parler de la mort, je me suis mis sur le bord de la salle en me disant que j'allais partir si c'était trop terrible et en fait, au contraire, ça m'a complètement libérée, merci, je sens que je j'ai plus peur de la mort». Donc c'est extrêmement, efficace en fait, simplement de faire de l'information à ce sujet-là et d'ouvrir cette possibilité, est extrêmement apaisante pour les gens. C'est ça qui est assez étonnant parce qu'on est dans une société où on a peur de la mort, où elle est taboue depuis des dizaines d'années, même plus, où on refuse d'en parler. Petit à petit, on se met à en parler, mais on continue à en parler de manière assez effrayante, où on parle du côté très pratique, mais on refuse de parler des expériences de mort imminente sous prétexte qu'elles ne sont pas prouvées scientifiquement. C'est quand même assez étonnant, alors que c'est quelque chose qui apaise les gens. Est-ce qu'il faut vraiment attendre d'avoir une preuve définitive pour en parler? Enfin, moi, je pense que c'est pas nécessaire, et même par objectivité et par, on doit en parler, on doit parler de donner toutes les informations qu'on a à disposition sur ce sujet. Et donc, par exemple, c'est quelque chose que fait le docteur Éric Dudoit à l'hôpital de la Timone à Marseille depuis maintenant, je pense, plus de 15 ans, où il a ouvert l'unité de recherche et de soins sur l'esprit, et où il s'est rendu compte que parler des expériences de mort imminente à ses patients en fin de vie, justement, était extrêmement apaisant, et on a d'autres médecins comme ça qui viennent témoigner, des infirmières aussi, qui nous disent, mais parfois, il y a des patients qui sont résistants, je veux dire même tous les anxiolytiques sont inefficaces, ils ont des énormes angoisses, et en fait, entendre parler des expériences de mort imminente les apaise. L'approche des soins palliatifs, c'est vaste parce que chaque pays le fait un petit peu à sa façon. Il y a beaucoup d'inégalités entre les pays, puis même à l'intérieur des pays, même entre les hôpitaux, hein. Voilà, on ne peut pas non plus donner une vision. Enfin, je vais forcément donner une vision un peu générale, mais il faut savoir quand même que voilà, il y a des gens qui ont des approches différentes. Mais disons que par rapport au mouvement qui a pris naissance à la fin des années 60 avec tout le travail de la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross, et qui, elle, avait vraiment inclus dans cet accompagnement en fin de vie les notions d'accompagnement psychologique et d'accompagnement spirituel, eh bien, et qui était présente au début, en fait, quand ça s'est un peu généralisé à la suite de son travail, quand tout ce mouvement d'accompagnement et des soins palliatifs a pris son essor, et bien peu à peu, en fait, ça a été quand même récupéré par le milieu médical. Et malheureusement, actuellement, on traite essentiellement la douleur et le confort, on va dire, vraiment le confort du patient, voire dans certains cas quand même le confort psychologique. Mais c'est vrai que toutes les questions existentielles ou toutes les questions liées à la spiritualité ne sont en général pas prises en compte. Alors souvent, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, et ça, je pense que c'est vrai. Voilà, ils ont beaucoup de choses à faire et peu d'effectifs, peu de moyens, mais aussi parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas forcément formés à aborder ces questions-là. Donc ils ont des formations médicales, et dans les formations médicales, on n'aborde même pas la question de la mort, et en tout cas pas la spiritualité. Donc ils ne peuvent pas donner quelque chose qu'ils n'ont pas, à moins, voilà, et après il y a des démarches personnelles, il y a toujours des gens qui vont faire un travail fantastique parce que c'est leur démarche personnelle et qu'ils vont pouvoir l'apporter à leurs patients, mais ça va rester du cas par cas. L'attitude générale, en fait, en tout cas actuellement, mis à part certains endroits, ne tient pas compte de la dimension spirituelle. Une définition de la conscience, c'est très difficile, hein. Je pense que deux personnes n'ont pas la même définition. Déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par conscience. Donc pour moi, déjà, quand je parle de la conscience, c'est vraiment le fait de... par exemple, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, et c'est vraiment le fait, voilà, d'être consciente de ce qu'il y a autour de vous, du monde autour de vous, mais au-delà de la réflexion. C'est pas simplement commencer à vous dire
je suis un tel, je vais faire telle et telle chose dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose qui est au-delà déjà de toute la réflexion intellectuelle. Simplement le fait d'être conscient, euh, simplement le fait d'être conscient, voilà, du monde qui nous entoure. Alors ma vision de la conscience, je dirais qu'elle a beaucoup évolué. Voilà, moi ça fait maintenant plus de 25 ans que je mène des recherches sur les expériences de mort imminente et aussi sur les sorties hors du corps. Ça m'a permis en tout cas nos recherches sur les sorties hors du corps m'ont permis de vérifier qu'on n'était pas en face de phénomènes de type hallucinatoire. Donc il y avait bien des personnes qui étaient capables, en tout cas, d'avoir accès à des informations dans une autre pièce alors qu'elles n'y se trouvaient pas, des informations que moi-même je ne connaissais pas. Après, voilà, on n'a pas totalement prouvé que leur conscience était capable de se délocaliser, c'est une deuxième question, mais disons qu'il y a suffisamment de données qui vont dans le sens de cette possibilité pour la conscience de ne pas être liée à un point de l'espace et du temps, donc par exemple liée à notre cerveau, mais qu'elle peut se retrouver à d'autres endroits. Et peu à peu, en fait, le modèle qui me paraît actuellement le plus valable, c'est de dire que la conscience n'est pas une production de l'activité cérébrale. Donc c'est un modèle qui va complètement à l'encontre du modèle actuel des neurosciences, hein, justement, qui postule que la conscience est une sorte d'épiphénomène de l'activité cérébrale, hein, presque un phénomène secondaire presque de l'activité de nos neurones. Et donc le modèle auquel j'aboutis va à l'encontre de ça et dit non, la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais la conscience appartient à une dimension qui est justement au-delà de l'espace-temps. Et alors là, moi ça c'est vraiment ma vision, mais il n'est pas forcément besoin d'aller aussi loin, mais la conscience est le substrat même, l'essence de l'univers, l'essence de toute la création, de tout ce qui existe en fait, de l'univers ou des univers, puisqu'on n'est pas sûr qu'il n'y en ait qu'un, mais qui est à l'origine de la matière, qui est à l'origine des êtres vivants, animaux, plantes, êtres humains. Donc quelque chose qui est à l'origine de tout. La conscience serait le point de départ de tout. Donc c'est un renversement de perspective par rapport à l'idée où c'est la matière qui a donné naissance à la conscience. Alors, si la conscience n'est pas produite par la matière, ça veut dire que quand la matière s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire quand le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a pas de raison de dire que la conscience s'arrête. Ça veut dire que la conscience qui était là avant la matière continue à être là après la matière. C'est juste qu'elle ne va plus être associée au cerveau. On peut voir un peu le cerveau, même si je pense que cette image est assez réductrice, mais on peut voir le cerveau un peu comme un récepteur. Et voilà, une fois que le récepteur s'éteint, la conscience n'est plus liée à ce récepteur, mais continue à exister au-delà de ce récepteur. Donc ça veut dire que la mort telle qu'on la conçoit n'existe pas, que la mort est simplement un changement d'état, probablement un changement d'état de conscience, et qu'on entre là dans quelque chose qui est éternel finalement, où la conscience n'a pas de fin, elle n'a probablement pas de début mais pas de fin. Donc ça change tout par rapport à notre vision en tout cas notre vision occidentale de la mort. Alors, là, ça me pousse à aller encore plus loin dans nos recherches, mais je pense que la conscience, une fois qu'elle a quitté le cerveau, ne va pas retourner à une conscience originelle tout de suite. Tous les témoignages que l'on a, notamment les expériences de mort imminente, mais d'autres témoignages, suggèrent qu'en fait,
cette conscience va maintenir pendant un certain temps une forme d'individualité. Le retour à la matrice originelle, probablement, ne se fait pas de manière automatique, on va dire. Il va y avoir toute une évolution qui va se passer de l'autre côté. En fait, nos recherches, nous, elles se basent sur les expériences de mort imminente, mais aussi sur toutes les données aussi qui sont issues de la médiumnité et des témoignages de réincarnation, qui sont aussi des sujets pour lesquels il y a des études scientifiques, mais qui sont très peu connues, encore moins que celles sur les expériences de mort imminente, et qui, mises ensemble, en fait, dressent un paysage extrêmement cohérent. Et l'impression que ça donne, en tout cas, ou ce qu'on en comprend, c'est qu'une fois qu'on meurt, déjà on ne va pas tous au même endroit. Il y a plein de dimensions différentes. Il n'y a pas un au-delà. Tout est possible de l'autre côté. Et selon son état au moment de mourir, et peut-être l'état auquel on a abouti en fin de vie, on va aller à un niveau différent. Ensuite, on peut continuer à évoluer au niveau de sa conscience de l'autre côté, jusqu'au jour où peut-être on va décider, ou est-ce que ça va se faire automatiquement, j'en sais rien, mais on a plutôt l'impression que ça va être décidé, qu'on va retourner, vivre une autre incarnation, et ainsi de suite, plein d'incarnations, jusqu'au jour où on aura appris suffisamment, où notre conscience aura peut-être compris, en fait, que finalement, derrière tout ça, il n'y a qu'une seule conscience, et où elle n'aura plus besoin de faire ce travail dans la matière, et où elle finira par se refondre à cette matrice originale. Les NDE, c'est pas la mort. En fait, les NDE, c'est l'antichambre. Il y a Sylvie Ouellet, elle le dit très bien, elle dit, mais c'est comme des gens qui partent en voyage. Quand tu sais que tu vas très très loin, mais si tu sais que c'est pour une durée déterminée, tu es très content, tu n'as que le côté positif, voilà, tu te prépares. Mais par contre, si une fois arrivé à l'aéroport, on te dit... Pardon. Si une fois arrivé à l'aéroport, on te dit que en fait, il n'y a pas de retour possible, on prend ton passeport et on te dit tu ne rentreras plus, tout d'un coup, il y a plein d'angoisses qui surgissent, il y a plein de choses qui vont faire que ton voyage qui était idyllique, tout d'un coup, ne l'est plus tellement. Donc je pense que c'est un peu je trouve que cette image est assez bonne pour les NDE. Je pense que effectivement, quand les NDE, c'est appelé à être une étape réversible. Au moment où on meurt, je pense que voilà, il faut vraiment tout lâcher. Il y a ce lâcher-prise total qu'on ne peut pas vraiment imaginer. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont vécu une NDE et qui disent qu'à un moment, elles ont compris qu'elles devaient lâcher leur famille, leur vie, etc. Là, elles ont hésité et on leur a dit « mais tu peux choisir » et elles ont décidé de retourner. Mais quand on doit tout lâcher, je pense que ça doit susciter beaucoup d'autres émotions et beaucoup de choses qu'on ne peut même pas imaginer, en fait. Je ne sais pas si elle a... Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a une intention derrière tout ça? Pas forcément. Les choses sont peut-être telles qu'elles sont. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de début. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. On arrive à toucher des notions qui sont de toute manière complètement inconceptualisables pour nous et très difficiles comment dire, à utiliser. Mais si une conscience existe depuis toujours et qu'à partir d'elle est apparue la matière, peut-être que les choses se sont faites sans qu'il y ait une finalité. S'il y a finalité, alors on se dit il y a une intention. S'il y a une intention, ça nous donne une idée de Dieu créateur. Peut-être pas, simplement c'est comme ça. Et du coup, la matière est apparue à partir de la conscience, un peu comme une forme, j'aime bien cette image de la condensation de la conscience sous forme de matière, où la conscience change de fréquence et passe dans une fréquence plus basse et crée la matière, et puis finalement elle va venir habiter ce qu'elle a créé, elle va venir habiter cette matière, et ensuite elle la quitte et elle vient la réhabiter, sans forcément qu'il y ait de sens ou de but. Peut-être que
cette conscience qui vient habiter un corps, elle a besoin de voir un sens. Et même quand elle quitte ce corps, elle va... C'est un autre type de conscience qui apparaît. Il y a une conscience une à la base qui est individualisée, non individualisée, impersonnelle. Et en habitant une matière, elle va faire apparaître un autre type de conscience qui est individuelle, qui a conscience d'elle-même, qui peut avoir conscience de cette conscience universelle. On peut voir ça comme un sens ou comme un but, avoir conscience d'elle-même. Il faut être deux pour avoir conscience de soi. Donc, avec tout ce passage dans la matière, elle va faire apparaître un autre type de conscience qui peut être conscience d'elle. Et petit à petit, cette autre conscience va peut-être tellement évoluer qu'un jour, elle va venir... Elle n'aura plus besoin de se réincarner, mais elle va venir réensemencer cette conscience universelle et l'enrichir d'autres choses, de toute cette expérience qu'elle aura faite. Mais ça, c'est des sens peut-être qui apparaissent à travers cette conscience individuelle qui est d'un autre ordre que la conscience originelle qui, elle, n'a peut-être pas besoin de sens et d'intention pour que les choses se fassent. Oui, on peut le dire, elle se décondense si on veut, enfin, elle change de fréquence de nouveau, elle va changer de fréquence, mais elle quitte quand même un contenant, puisque dans les sortir du corps, par exemple, quand, bon, c'est pas la mort, mais les gens ont la sensation de quitter le corps avec un autre corps. Et puis, ça arrive aussi dans certains témoignages que finalement, ils vont encore quitter ce corps-là, comme s'il y a, voilà, il y a des degrés, comme si la conscience, par exemple, si elle abaisse sa vibration, petit à petit, elle va être associée à une forme de matérialité qui est de plus en plus dense. Elle va habiter, en tout cas, des formes de matérialité de plus en plus denses, puis après, elle va faire le chemin inverse, elle va les quitter, et finalement revenir à quelque chose qui est une onde, en fait, finalement. C'est juste une onde, qui est une idée qui n'est pas forcément facile à accepter, de se dire qu'un jour, on sera plus que des ondes. Mais voilà, tout ça, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un processus d'évolution. Mais ça passe par un changement de fréquence vibratoire. La fréquence de la conscience dans le corps est beaucoup plus basse que lorsqu'elle le quitte. Alors, c'est un peu le gros problème avec les expériences de mort imminente, c'est que la majeure partie de l'expérience, on ne peut pas la distinguer d'un rêve, d'une hallucination, d'un fantasme. La seule étape sur laquelle on pourrait faire des vérifications objectives, c'est cette fameuse étape de décorporation où les personnes disent avoir la sensation de se retrouver à l'extérieur de leur corps physique et d'observer en général la scène depuis un point de vue qui est situé en général au-dessus, parfois de se déplacer dans d'autres pièces, et qui est une étape qui est quand même très troublante parce que très souvent il arrive que ces personnes, en revenant, puissent raconter tout ce qui s'est passé autour de leur corps, par exemple les manœuvres de réanimation, les personnes présentes, le matériel utilisé, ou racontent parfois même ce qui s'est passé dans la salle d'opération d'à côté, ou dans l'ascenseur de l'hôpital, dans la salle d'attente, enfin on a plein de témoignages comme ça. Et c'est vrai que bon, ce sont des anecdotes, et c'est un peu ce qu'on leur reproche, c'est que ce sont des anecdotes qui sont rapportées, mais c'est vrai que maintenant elles se comptent par milliers, ces anecdotes, c'est vraiment quelque chose qui est très courant, et nous c'est souvent maintenant des choses qui nous sont rapportées par des médecins, ou en tout cas par les infirmiers, les infirmières, et qui nous disent cette personne n'avait aucun moyen de connaître cette information, alors soit avant que se produise l'expérience, soit pendant l'expérience, même si elles avaient été conscientes, les yeux ouverts, elles n'auraient pas pu avoir accès à ces informations. Donc c'est quand même des anecdotes qui sont assez fortes, je pense, qui ont quand même commencé à avoir une valeur
d'un début de preuve, parce qu'elles sont corroborées par des témoins qui sont fiables, mais c'est vrai que pour la communauté scientifique, ça reste une anecdote, ça reste quelque chose qui se raconte. Et le problème, c'est que les expériences de mort imminente se produisant, alors pas toujours, mais quand même souvent dans des circonstances assez dramatiques, la priorité, c'est pas de faire des tests. Alors il y a bien un projet qui a été mis en place depuis de nombreuses années, qui s'appelle le projet AWARE, par Sam Parnia, qui a essayé d'équiper des salles d'opération avec des cibles près du plafond, dans l'espoir qu'une personne dans la bonne salle équipée aurait un problème, vivrait une NDE, dans cette OBE ferait une sortie de corps, et dans cette sortie de corps se trouverait au bon endroit, verrait la cible et le mémoriserait et aurait envie de le raconter par la suite. Ça fait beaucoup de et si. Et le problème, c'est que son projet, maintenant, ça fait plus de 10 ans, je crois bientôt 15 ans qu'il le mène. Et il a pas eu de résultats. Il y a eu quelques personnes qui ont fait des expériences, mais malheureusement, et quelques sorties de corps, mais personne n'a vu les cibles. Donc voilà, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc c'est pour ça que nous, à l'Institut suisse des sciences noétiques, on a essayé de pallier ce problème en travaillant avec des personnes qui vivent des sorties hors du corps, mais sans faire de mort imminente. Voilà. Il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle vraiment en anglais out of body experience, OBE, de manière naturelle, spontanée, souvent depuis l'enfance, sans qu'il y ait de problématiques physiologiques ou d'atteinte physique ou même psychologique, voilà, dans leur état normal. Et donc on a monté un projet avec tout un protocole en double aveugle, avec un système d'ordinateur qui projetait des images de manière aléatoire dans une pièce qui était complètement fermée. Et puis on a travaillé avec un jeune homme qui peut vivre ces expériences, alors pas à volonté, parce que la volonté est plutôt contre-productive dans le cas de ces expériences, mais disons qu'il arrive à se mettre dans un état où assez facilement l'expérience se produit. Lui, c'est en général quand il s'ennuie, donc quand on fait des expériences, il s'ennuie, donc ça favorise, on va dire. Et voilà, et on a pu travailler avec lui. Et une fois que tout a été prêt, bon, lui, il a fallu lui aussi faire une longue préparation, parce que entre faire ça tranquillement chez vous et essayer de le faire dans des conditions d'expérience, avec des gens qui vous observent, avec des électrodes sur la tête, et des attentes aussi, une forte attente sur vos épaules. C'est vrai qu'au niveau psychologique, c'était un peu compliqué. Donc voilà, il y a eu une longue mise en place, mais une fois qu'on a pu mener cette expérience dans les conditions de double aveugle, eh bien, nos résultats nous ont permis de montrer qu'il était capable de voir l'image qui était projetée dans la pièce d'à côté, et que c'était du 100% de réussite. À chaque fois, alors il ne la voyait pas à chaque fois, mais chaque fois qu'il est revenu en disant « j'ai fait une sortie hors du corps, je suis allé dans la pièce d'à côté, j'ai vu l'image », non seulement il nous la décrivait juste, mais ensuite on lui demandait de l'identifier parmi 20 images, et il l'identifiait correctement. On ne peut pas le faire entrer dans le cadre théorique actuel. C'est le problème, c'est que actuellement la seule manière d'expliquer les expériences de mort imminente avec notre paradigme matérialiste et le modèle des neurosciences, c'est de dire que c'est des hallucinations. C'est la seule manière. Et c'est pour ça que ces expériences, pour essayer de prouver que ça n'en sont pas, est tellement important, parce qu'à ce moment-là, si ce n'est pas des hallucinations et qu'elles ne rentrent pas dans le cadre actuel, théorique actuel, on va être obligé de revoir le cadre théorique actuel. Donc c'est tout l'intérêt en fait de ces recherches. Après, sur le plan plus humain, eh bien, oui, effectivement, c'est d'intégrer au moins ces récits à notre discours sur la mort. Simplement les inclure en disant, ben voilà, on ne sait pas ce qui se passe au moment de la mort, on a toujours dit que c'était la fin de tout, mais voilà, il y a quand même maintenant, il y a des millions et des millions de gens qui reviennent avec ces témoignages. Il
sur la base de tous les sondages qui ont été réalisés, maintenant, on estime qu'il y a entre 4 et 5% de la population mondiale qui aurait vécu une NDE, donc ça fait en tout cas plus de 300 millions de personnes. Donc on ne peut pas ne pas les prendre en considération. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a longtemps essayé de même nier leur existence, hein, quand elles ont, on a commencé à en parler à la fin des années 60, 70. Voilà, on a essayé de dire que c'était des anecdotes, que ça n'existait pas vraiment. Mais face à la masse de témoignages, la quantité énorme de témoignages, la communauté scientifique a été obligée de les prendre en compte. Donc maintenant, au moins, c'est un sujet de recherche à part entière. Même si on continue à considérer que ce sont des hallucinations, on se penche sur la question et on peut les étudier sans passer pour des marginaux, en fait. Donc c'est déjà énorme. Alors moi je dirais que le changement de paradigme, il a déjà commencé il y a plus de 100 ans, avec l'avènement de la physique quantique, qui a quand même remis complètement en question notre vision de la réalité. Alors effectivement, au niveau des particules élémentaires, mais forcément, ce qui se passe dans l'infiniment petit a forcément des répercussions sur ce qui se passe dans l'infiniment grand. Notre paradigme matérialiste n'était en tout cas pas complet. Voilà, à l'époque, ça a en tout cas montré que ce n'était pas complet pour cette partie-là de la physique. Mais je pense que c'est des idées qui, ensuite, n'ont pas été jusqu'au bout. Même à l'époque, ça a été tellement déroutant pour les physiciens qu'ils n'ont pas poussé les idées jusqu'au bout. Et que ça n'a pas fait, ça a initié quelque chose, mais la révolution de la physique quantique n'a pas été jusqu'au bout. Et elle a été surtout appliquée. On s'est rendu compte que c'était extrêmement utile pour des applications pratiques dans notre vie quotidienne. Ça a été exploité. Et puis on a laissé un petit peu de côté les concepts qui étaient derrière. Et puis peu à peu, finalement, ces concepts, on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même les appliquer dans d'autres sciences que la physique. Ça a touché la chimie, et puis plus récemment, ça a touché la biologie, qui sont des systèmes beaucoup plus gros que les systèmes des atomes et des particules élémentaires. Donc on est en train de se rendre compte que finalement, ce qui était justement vrai dans l'infiniment petit est probablement aussi vrai pour des structures macroscopiques. Et donc on va pas pouvoir continuer à ne pas se poser les questions qui se posaient au moment de la physique quantique. Et on sait qu'un changement de paradigme, c'est très long, parce que justement, ça remet en question des fondements très, très profonds, tous nos fondements de la réalité. Donc ça va prendre encore certainement un certain nombre d'années, de décennies, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même de plus en plus de chercheurs, et dans différentes sciences, hein, pas seulement ceux qui s'intéressent aux expériences de mort imminente, mais aussi des chercheurs vraiment en neurosciences classiques, des chercheurs en physique, qui pensent qu'on est en train de faire fausse route, en fait. C'est-à-dire que si on s'accroche au paradigme matérialiste, on est en train de faire fausse route. On n'a pas fait fausse route d'une certaine manière, parce que ce paradigme nous a apporté quand même plein de choses très utiles dans notre vie, parce qu'il a amélioré notre qualité de vie à plein de niveaux. Mais actuellement, on est dans une impasse dans différentes sciences, notamment dans les neurosciences avec cette notion de conscience. Et voilà, de plus en plus de chercheurs pensent qu'il faut quitter le paradigme matérialiste et entrer dans un paradigme où la conscience serait primordiale. En fait, un changement de paradigme, c'est pas de dire tout ce qu'il y a eu avant ne compte pas ou n'a servi à rien. C'est quand il y a un changement de paradigme, ça permet d'aller plus loin dans notre compréhension de la réalité, de manière plus juste, et dans des choses qui ne vont pas forcément nous toucher dans notre vie quotidienne, mais qui vont toucher vraiment des concepts qui touchent à la réalité, en fait. Qu'est-ce que la réalité? Et je pense que ce changement de paradigme va nous permettre de mieux comprendre
le monde qui nous entoure, mais ça ne va pas forcément changer quelque chose dans notre vie quotidienne, si ce n'est que ça devrait en tout cas complètement changer notre rapport à la mort. Parce que si la conscience devient primordiale, était antérieure à la matière, était là avant la matière, et que la matière est plutôt issue de la conscience que l'inverse, ça veut dire qu'au moment où le corps physique s'éteint et disparaît, la conscience, elle, continue d'exister. Donc notre vision de la mort qui est actuellement que tout s'arrête au moment où le cerveau s'arrête de fonctionner, n'est pas possible, n'est pas juste. De manière générale, les personnes qui font des expériences positives, elles ont plus peur de la mort parce qu'elles sont convaincues d'avoir fait une incursion dans une autre dimension dans laquelle justement la conscience continue d'exister. Et pour elles, ça n'a rien à voir avec une croyance ou une conviction intime très forte. C'est vraiment, elles le savent comme le fait qu'elles ont 2 jambes, 2 bras, 2 yeux. Ça n'est même pas sujet à question, il n'y a aucun doute. Pour elles, c'est comme ça. Elles savent qu'elles ont vécu ce qui se passe au moment de la mort, parce que cette expérience, et ça on le dit peut-être pas assez souvent, elle est vraiment extrêmement forte dans les ressentis. Souvent d'ailleurs ils disent qu'ils peuvent en parler beaucoup, mais ils emploient toujours des images ou des métaphores parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on vit pendant cette expérience. Mais surtout, elle n'a rien à voir avec un rêve. C'est-à-dire que pour eux, ils disent le rêve c'est ici. C'est-à-dire que pour eux, la vraie réalité, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est de l'autre côté. Le rêve est ici. Et donc le fait que ce qu'ils ont vécu est un niveau de conscience justement beaucoup plus aigu, ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose dans lequel la conscience était beaucoup plus exacerbée, on va dire, beaucoup plus présente, leur fait dire que c'est la vraie réalité et qu'ici on est dans un rêve.